Salut tout le monde, et bienvenue dans un nouvel épisode de mes chroniques. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à une créature mythique antique, mais bien à une race bien connue des univers de fantasy. J'ai nommé les orques. Et pour commencer, voyons voir d'où vient ce nom, parce qu'on le retrouve dans plusieurs langues avant même celui qui nous intéresse. Déjà, nous avons l'animal marin, aussi appelé polar, et en latin Orcinus orca, signifiant de manière très vulgaire « cétacé de la mort ». Mais comme c'est pas le sujet de la vidéo, on s'en fout. Nous avons aussi l'Italie avec le mot orco, désignant un monstre sanguinaire dans un poème du XVIe siècle nommé Orlando Furioso, de l'italien Ludovico Ariosto, aussi dit l'Arioste, qui serait dérivé du nom Orcus, qui désigne une entité infernale affiliée à la mort et à la punition des parjures. C'est d'ailleurs aussi Orcus qui donne le nom Orcinus à l'épolard, et qui serait aussi en partie à l'origine du mot ogre. Aussi en France, avec le mot orque apparu vers la fin du XVIIe siècle avec les contes de Mamerlois de Charles Perrault, qui serait repris de l'italien orco, et désignerait des monstres en général et les ogres en plus particulièrement. D'où le lien avec Orcus, mais les ogres ont aussi un lien avec les invasions hongroises du Xe siècle, mais c'est pas le sujet. Et enfin, la langue qui nous intéresse ici aujourd'hui, vu que c'est d'elle que vient les orques que l'on connaît aujourd'hui, l'anglais. Avec les écrits de rien de moins que l'un des pères de la fantasy moderne, John Ronald Reuel Tolkien, dès 1937, avec l'apparition du Hobbit. Il a créé leur nom à partir du mot Orkneas, tiré de la légende anglo-saxonne Beowulf, dont il est un ardent fan. D'après ce que j'ai compris, c'est un terme général pour désigner les monstres et autres esprits malveillants. Donc, quelle que soit la langue employée, on reste toujours sur un registre bien sympathique. Voyons un peu leur histoire maintenant. Comme je viens de le dire, c'est Tolkien qui est à l'origine de cette race fantaisiste avec l'apparition du Hobbit en 1937 et du Seigneur des Anneaux en 1954, où il pose les premières bases de ce que deviendra l'orque moderne. Ils sont ouvertement hostiles aux autres races, mais plus particulièrement aux elfes, vu qu'ils ont des valeurs complètement opposées, les elfes étant des protecteurs de la nature et les orques des destructeurs. Ils bouffent tout et n'importe quoi tant que ça leur permet de survivre. Ils vivent dans une ambiance de violence permanente, prêt à maltraiter les faibles, à se poignarder dans le dos à la moindre occasion, voire même à se poignarder tout court au moindre regard de travers, et la bagarre peut dégénérer rapidement au bain de sang au moindre coup perdu. Mais malgré leur penchant pour la violence, ils perdent rapidement courage face à un ennemi trop fort, à moins qu'ils ne soient en surnombre ou que leur maître leur ordonne d'aller se battre. Tolkien fait de ces créatures des versions corrompues des elfes, torturées par les sombres pouvoirs du mal pour supprimer tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à toute forme possible de rédemption. Il reprend ainsi la vision des monstres représentant des plus noirs instincts de l'humanité, comme le faisaient les récits antiques et médiévaux. Et comme de toute façon les autres ne cherchent pas vraiment à les repentir non plus, c'est pas très grave. Ils forment ainsi la base des troupes régulières de Sauron et de Morgoth, et sont divisés en 3 catégories. Les Snaga, qui sont des esclaves servant pour toutes les tâches ingrates, les orques, ou gobelins, qui constituent la classe populaire présente depuis l'époque de Morgoth, et les Uruk-hai, dont le nom signifie grand orc en noir parlé, et font partie de l'élite de la société orque, se distinguant des autres par leur taille, leur force, leur façon de se tenir et leur discipline supérieure aux masses désorganisées des orques. Physiquement, les orques sont passés par une ribambelle d'apparence, grâce aux différentes catégories dites précédemment, mais aussi à partir des années 70, où des illustrateurs ont dessiné plusieurs types d'orques, comme Tim Kirk, avec ses 26 peintures sur le thème du Seigneur des Anneaux, où quelques peintures nous montrent des orques, ou annuellement depuis 1976 dans le Ballantine Book, et plus précisément dans la partie nommée J.R.R. Tolkien Calendar, avec les œuvres des frères Hildebrandt. Il faut attendre 2001 et les films de Peter Jackson pour finalement avoir l'apparence définitive des orques du Seigneur des Anneaux. Les années 70 marquent aussi l'apparition des orques dans l'univers de Donjons et Dragons, inspiré par les orques de Tolkien. Ils deviennent une race capable de se reproduire de manière naturelle, que ce soit entre eux ou avec d'autres races, afin de ne plus dépendre de la corruption pour combler les pertes au combat. Ils se divisent même en 3 sous-races restant malgré tout assez proches de la vision donnée par les serviteurs de Morgoth. À savoir, une race plus petite et faible appelée orque, représentant la grande partie de leur race, une race bien plus grande et plus forte nommée Orog qui représente l'élite orque, et la race des demi-orques, qui sont le fruit d'un mélange entre du sang orque et d'une autre race, acquérant les caractéristiques des 2 gènes. Ils acquièrent également un début de développement de culture clanique, mais restent toujours mauvais par essence et suivent volontiers les forces du mal qui, de toute manière, leur laissent pas vraiment le choix.
C'est dans les années 80 et la création des univers Warhammer et Warhammer 40 000 que les orques obtiennent finalement la forme qui sera le plus repris ultérieurement. À savoir de gigantesques armoires à glace vertes aux canines inférieures remontant jusqu'au nez. Dans cet univers, ils ne sont que l'un des représentants de la race des peaux vertes, ou orcoïdes, qui regroupent les gobelins, qui récupèrent le rôle de petits lâches sournois, et les squigs, qui regroupent eux-mêmes une grande variété de créatures et servent d'animaux domestiques et de bêtes de guerre. Cette fois, ils ne sont plus exclusivement au service des forces des ténèbres, mais à leur propre compte, ce qui ne fait finalement pas vraiment de différence pour ceux d'en face vu que leur seule motivation est de tuer un maximum de gens avant de mourir dans la joie et la bonne humeur. Ce sont des bourrins à la stupidité abyssale qui ne vivent par et pour la guerre. Hiérarchisés en fonction de la taille et de la puissance des bases de l'individu, et ils détestent tout ce qui n'est pas eux ou les empêche de tuer quelque chose. Ils ont néanmoins développé une espèce de capacité raciale qui les pousse à se réunir sous la bannière du plus fort d'entre eux pour former une WAG, un véritable raz-de-marée vert détruisant tout sur son passage jusqu'à la mort du Big Boss. Les années 80 marquent aussi la plus ancienne apparition d'orques que j'ai trouvée chez les Japonais, avec Dragon Quest II, où ils sont représentés sous les traits d'un sanglier humanoïde. Je n'ai pas vraiment trouvé de raison particulière pour cette forme, du coup je n'ai que des suppositions, et j'en ai 3. La première est que le sanglier est considéré comme un présage de mort dans les légendes japonaises. La seconde est peut-être l'influence d'un démon chinois connu sous le nom de Zhu Bajie, connu au Japon sous le nom de Shoguno, qui est un porcin anthropomorphe connu pour son anthropophagie et sa perversion. 2 tendances que nous retrouverons chez les orques japonais par la suite. Et enfin, la troisième, l'influence de Legend of Zelda, sorti l'année précédente, et dont le méchant, le seigneur des ténèbres Ganon, est un sanglier anthropomorphique bleu. Voilà, c'était mes suppositions. Si vous avez les vôtres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Par la suite, l'image de l'orque n'a pas vraiment évolué jusqu'à l'arrivée de l'univers de Warcraft, de la société de jeux vidéo Blizzard, dans les années 90, où les orques connaissent une importante évolution en termes d'intelligence et de mentalité, n'étant plus de simples brutes épaisses au service du mal et sont plus nuancés dans leur développement. Ils voient également des aspects autres que la guerre se développer plus, dévoilant toujours une culture clanique portée sur le chamanisme, mais avec plus de solidarité entre ses membres, agissant comme une vraie communauté de la vie véritable du monde réel. Il reste que malgré tout du mauvais côté de la hache dans une large majorité des œuvres actuelles où ils sont présents. Mais certaines en font les protagonistes de leur propre histoire tout en gardant la saveur de cette race, comme Warcraft, aussi bien en jeu qu'en livre ou en BD, ou en film, mais aussi dans la série de livres très justement appelée Orcs de Stan Nichols, paru en 1999, la BD Orques et Gobelins des éditions Soleil, avec tout plein de scénaristes et de dessinateurs, paru en 2017, et le film Bright, sorti en 2017 également. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur les orques, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, indiquez-le grâce au pouce. N'hésitez pas à mettre des informations complémentaires dans la section commentaires, et partagez si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis salut, et à bientôt pour une prochaine vidéo.